Donc nous allons voir maintenant le deuxième type de temps, à savoir le temps psychologique. Alors, quand on parle de psychologie, on parle de ce qui est relatif à l'esprit, à la compréhension. Le temps psychologique se veut être le temps subjectif. Que veut dire subjectif? Ce qui est subjectif, c'est ce qui relève de la personne elle-même, ce qui n'est pas partagé, ce qui relève d'un individu. Donc, le temps subjectif, le temps psychologique, c'est le temps subjectif. Autrement dit, le temps vécu par la conscience. Autrement dit, la durée, c'est-à-dire l'intervalle qui se trouve pendant deux faits, tout simplement. Donc, on parle de temps psychologique pour parler de la durée ressentie par un individu pendant un temps donné. Et ce qui fait que d'un individu à un autre, le temps psychologique varie, contrairement au temps physique qui est pareil pour tout le monde. Prenons un exemple très simple. 2 heures, par exemple, en compagnie d'une charmante demoiselle et 2 heures, par exemple, de cours de mathématiques, nous aurons l'impression que les 2 heures de mathématiques seront beaucoup plus longs que les 2 heures passées en charmante compagnie. Ce qui montre justement que c'est l'intérêt que nous avons face à la situation donnée qui détermine notre temps psychologique, tout simplement. Et c'est ce que Einstein a essayé d'expliquer quand il parlait de la relativité. Et c'est ce que nous allons essayer de matérialiser au tableau. Donc, le temps psychologique, c'est le temps subjectif. Le temps vécu par la conscience. La durée d'un événement vécu de façon personnelle. C'est un temps qui diffère d'un individu à un autre. Voilà. Donc, pour résumer, nous avons deux types de temps, à savoir le temps physique, qui est le temps quantifiable, le temps qui se prête à la mesure, autrement dit le temps de nos montres, de nos horloges, de nos calendriers, le temps partagé par tous, et le temps psychologique qui est vécu par l'individu à proprement parler, c'est-à-dire le temps vécu par la conscience, autrement dit un temps subjectif, parce que nous n'avons pas la même appréciation de la durée. Donc, nous venons de voir le petit b, le temps psychologique. Après avoir terminé maintenant le petit b, nous allons passer au grand 2 où nous allons parler de la condition de l'homme face au temps. La condition de l'homme face au temps. En petit 1, nous allons parler de l'impuissance de l'homme face au temps. Donc, maintenant nous allons entamer le grand 2 où nous allons parler de la condition de l'homme face au temps. C'est-à-dire, comment est-ce que l'homme s'en sort face au temps? Est-ce que le temps le domine ou bien est-ce que lui également il parvient à dominer le temps? Nous avons deux types de conditions possibles. D'une part, l'homme est impuissant face au temps. D'autre part, il arrive également à dominer le temps. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme est impuissant face au temps? 3 aspects nous permettent de soutenir ce point de vue. D'abord, nous avons l'irréversibilité du temps. Ensuite, nous avons le temps et le perpétuel changement.
Et enfin, nous avons l'angoisse existentielle liée à l'attente de la mort qui se trouve dans le temps. Donc, en petit a, nous allons matérialiser l'irréversibilité du temps. Alors, que veut dire irréversible? Irréversible veut dire quelque chose qu'on ne peut pas ramener en arrière. Donc, il y a dans le temps un mouvement qui ne permet pas un retour en arrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes par exemple à mercredi, il est impossible pour l'homme de revenir à mardi. Et si nous prenons juste un exemple, actuellement il est 9h15, il est impossible pour l'homme de revenir à 9h14. C'est-à-dire que le temps passé est passé et impossible de revenir en arrière. Depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, aucun homme n'a été capable justement de ramener le temps en arrière, juste des regrets. Donc voilà pourquoi on parle de l'impuissance de l'homme face au temps, car il a cette incapacité de faire un retour en arrière. Donc, d'abord, nous avons l'irréversibilité du temps. Le temps passé est considéré comme dépassé, virgule, alors impossible pour l'homme de revenir en arrière. Et nous allons ajouter une citation de Lavelle qui disait « L'irréversibilité est le caractère le plus émouvant, virgule, le plus essentiel du temps. » Ok, après avoir défini l'irréversibilité du temps, nous allons passer au deuxième point qui porte sur le temps et le perpétuel changement. Alors, le temps peut être défini comme une succession de moments. C'est-à-dire que nous voyons le jour succéder à la nuit, le soir succéder au matin, les bons moments succéder aux mauvais moments, ainsi de suite. Donc, nous comprenons directement que dans le temps, il y a une succession de moments. Le beau temps succède au mauvais temps, la saison sèche à la saison pluvieuse, ainsi de suite. Autrement dit, c'est comme si le temps avait une tendance cyclique. Il est totalement impossible pour l'homme de freiner ces moments-là. Il est impossible pour lui d'accélérer, de compresser, de résoudre en quelque manière, comme il le veut, ces moments. Voilà pourquoi on parle justement de l'incapacité de l'homme face au perpétuel changement, pour montrer que l'homme est totalement passif face à ces différents changements. Et depuis la seconde, si vous vous rappelez, quand on a fait le cours sur le temps, on a parlé d'Héraclite d'Éphèse, on a parlé de Héraclite lorsqu'il disait une citation, par exemple, on ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve, pour montrer que le temps est composé de successions de moments
qui varie et qui ne revient jamais. Donc, face à cette incapacité de compresser ou d'accélérer le temps, nous trouvons que l'homme a en quelque sorte une mauvaise condition face au temps. Donc, nous allons essayer de matérialiser ce point de vue.